Alors, le diagnostic, dans la langue de l'enfant et de sa famille. Le diagnostic, c'est une rencontre. Et le diagnostic, c'est quelqu'un qui parle à quelqu'un. Alors, c'est quelqu'un qui parle à différents quelqu'un. C'est quelqu'un qui parle à des professionnels, à un hôpital. C'est quelqu'un qui parle à des adultes, les parents. Puis c'est quelqu'un qui parle aussi devant un petit quelqu'un qui est l'enfant et peut-être aussi à ce petit quelqu'un. C'est un peu subtil et c'est vraiment intéressant de tenir compte de la manière dont un enfant nous entend et nous perçoit. Alors d'abord, un diagnostic, c'est une rencontre. Il faut toujours penser que l'enfant, il a un coup de retard sur nous. Parce que nous, les parents, le professionnel, on sait qu'on va se rencontrer, on a déjà un peu une idée, on a eu un coup de fil, on a un peu une idée de ce que c'est un rendez-vous. Et donc, on arrive avec déjà quelque chose de fait. Bon, souvent, l'enfant, on lui a dit, ben, par exemple, on va aller parler avec madame ou on va discuter avec une madame qui réfléchit avec les enfants. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Et donc, très souvent, au début, en tout cas, il y a vraiment un décalage d'un tour pour que l'enfant puisse s'intégrer vraiment dans la consultation. D'autre part, quand on dit parler à quelqu'un, alors parler à quelqu'un, ça veut dire qu'on parle la même langue, mais ce n'est pas nécessairement si évident dans le cas du diagnostic. On peut parler, par exemple, dans la langue des diagnostics théoriques, du DSM ou d'autres traités, ou dans la langue de la neuropsychologie ou de la logopédie. Nous savons tous bien qu'un rapport neuropsychologique ou logopédique, c'est pas si facile à comprendre. Et que parfois, il y a un geste de traduction à faire pour qu'il soit accessible aux parents et à l'enfant. Alors, c'est traduire dans une langue peut-être plus usuelle, peut-être plus commune, sortir des termes techniques, parfois de ce qui est un peu jargon. Et puis alors après, il faut parler à l'enfant. Et puis ça, c'est autre chose. C'est pas vraiment une simplification. Parce qu'un enfant, il parle en jouant. Alors, il faut le dire avec des mots un peu simples, évidemment, qu'un enfant puisse comprendre, mais ça ne suffit pas. Il faut en fait utiliser nous-mêmes du jeu et il faut utiliser deux formes de langage qui sont très importantes pour un enfant, la métaphore et le symbole. La métaphore, par exemple, je donne parfois l'exemple du fils de Tim Walz, qui était le colistier de Kamala Harris aux élections, dont le fils a des particularités, et où ils disent ben Gus, il a des super pouvoirs. Et alors, ça, c'est une métaphore. Parce que ces super pouvoirs, c'est bien qu'il n'a pas des super pouvoirs, hein, mais c'est une manière gentille que cette famille a trouvé, et sans doute qu'une autre famille dirait autre chose. C'est un langage ajusté, c'est un langage personnel. C'est une langue qu'on partage, mais qu'on a créée ensemble, la métaphore. Et cette métaphore, elle va pouvoir être remplie de plein d'idées. Elle n'est pas finie comme le discours des adultes. Elle est une espèce d'espace qu'on va pouvoir remplir au fil de la croissance et du développement de l'enfant et de notre relation à lui. Et l'autre, c'est le symbole. Un symbole, par exemple, c'est de dire, moi, oh, je suis comme un loup. Et alors, c'est quoi un loup? Ben, parfois, c'est un loulou, hein. Et puis, parfois, c'est un gros loup. Et puis, mais si je suis un loup, qu'est-ce que je raconte de moi? Je suis quelqu'un, peut-être qui est très fidèle, puis je suis quelqu'un qui peut te protéger, mais je suis quand même un petit loup, puis j'ai envie d'appartenir à une meute. Et ben, ça, c'est vraiment le langage du symbole et de comment on peut s'adresser à l'enfant et partager un symbole qu'on va construire et qui nous accompagnera jusqu'au moment où ce symbole ne sera plus pertinent pour lui et on pourra le lâcher pour d'autres formes de langage au fil de la croissance de l'enfant.